Bonjour, je m'appelle Brice Moreau et je suis très heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube de mon maître Selim Aïssel. Aujourd'hui, et comme je l'avais proposé dans les vidéos précédentes, je vais vous partager ma biographie spirituelle. Et lorsque l'on partage, lorsque l'on écoute la biographie d'un être humain, on peut sentir le mouvement de l'âme qu'il peut y avoir derrière, ces forces qui nous habitent et dont nous ne sommes pas conscients. Il peut arriver que l'on soit touché intérieurement à l'écoute d'un récit. Et dans la littérature spirituelle ou dans la littérature classique, le récit de personnes, d'individus, de personnages qui ont eu une vie romanesque, aventurière, qui ont eu une vie pleine de rebonds et de soubresauts, peut être souvent source d'enseignement pour le lecteur. Aujourd'hui, si je propose cette biographie spirituelle, c'est comme un exercice de sincérité envers vous, vous à qui je propose de partager l'enseignement de Selim Aïssel, tel que j'ai eu la chance de le vivre, de le recevoir durant 26 ans. J'ai rencontré son enseignement en 1997. Je suis arrivé à l'école au printemps 1998 et c'est là que je l'ai rencontré pour la toute première fois, de la façon dont je vous parlerai dans quelques minutes, plutôt à la fin de cette biographie. L'intérêt d'une biographie est également de nous montrer à travers le destin, à travers le karma, à travers tout un ensemble de péripéties que chacun est amené à vivre, comment se trace une destinée, comment se trace la vie d'une personne à travers des souffrances, à travers des joies, à travers des surprises nombreuses, ou à travers ce que l'on pourrait appeler un destin qui est écrit et dont le parcours apparaît cohérent une fois qu'on a pris connaissance de la totalité de la biographie. Dans mon cas, il y a eu beaucoup de rebondissements très différents jusqu'à ce que j'arrive à retrouver l'enseignement spirituel avec Selim Aïssel. Et donc je suis né le 8 juillet 1969. Il s'avère qu'aujourd'hui nous sommes le 8 juillet, mais ça n'est pas volontaire, c'est l'agencement de mes différentes activités qui ont fait que j'avais cet espace aujourd'hui, cet après-midi, pour faire ce tournage. Donc, il y a exactement 55 ans, j'arrivais sur Terre. Ma mère était prête à accoucher le 7 juillet à 19h, mais le médecin n'était pas là. Elle a dû attendre jusqu'à minuit et je suis donc arrivé le 8 juillet à minuit 35. Il s'avère que je suis sorti tout noir, vraiment noir, cyanosé, le cordon autour du cou, au point que mon père, quand il a vu ce bébé sortir, a eu l'impression qu'il allait avoir un enfant africain, vraiment noir. Après cette épreuve qui certainement a laissé des traces pendant de nombreuses décennies, à l'âge de 5 ans, une sœur nous rejoint, un deuxième enfant pour mes parents, et toute la famille part en Iran quelques mois après l'arrivée de ma sœur. Mon père travaille dans une entreprise à Toulouse, une entreprise assez importante dans la chimie, dans l'armement, dans les combustibles pour Ariane, la fusée, et une proposition lui a été faite d'aller en Iran, et donc nous sommes tous partis en Iran. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé l'Iran, même si j'étais très jeune à cette époque. Les paysages, les gens, les odeurs, les déserts, la mer Caspienne, les montagnes, le ski. J'ai fait du ski en Iran. Et j'aimais ce lieu, j'aimais cette ambiance, j'aimais ce pays. Et je peux difficilement en parler longtemps sans qu'une certaine émotion émerge. Bien des années plus tard, le jour où j'ai abordé ce sujet avec Selim Aïssel,
il me dira qu'il a été important pour moi, pour cette vie, que je sois allé en Iran, suite à une incarnation précédente qui a été une incarnation importante pour moi en Iran et qui est en lien avec cette vie. Je n'en sais pas plus pour l'instant. Nous effectuerons de nombreuses incursions à l'intérieur du pays, en allant à Isfahan, Persépolis, Shiraz, la Mosquée Bleue, la mer Caspienne. J'ai vraiment un très très bon souvenir des Iraniens. Ils étaient bons, ils étaient chaleureux, ils étaient attentionnés et je pense qu'ils le sont encore. Je ne confonds pas les habitants d'un pays, un peuple, avec les gouvernants et les directives gouvernementales qui les dirigent. Je ne peux pas parler longtemps de l'Iran sans qu'une certaine émotion se manifeste. De retour d'Iran, mes parents ont la grande idée de construire une maison eux-mêmes, avec leurs enfants en réalité, mais mon père étant extrêmement doué avec tous les instruments de bricolage, comme on dit, avec les matériaux, avec les outils, avec le savoir-faire, eh bien, il a entrepris ce projet avec ma mère et avec moi qui l'ai aidé quand je pouvais, quand c'était à ma portée. Durant 7 ans environ, tous les week-ends, toutes les vacances étaient consacrées à ce projet familial, qui ne me réjouissait pas toujours, vu que j'avais des amis près de ce chantier qui jouaient au foot à côté ou qui se distrayaient. Et je ne les ai pas du tout le temps avec mon père, Dieu merci, mais il m'arrivait souvent d'être avec mes amis, d'entendre un sifflet, et c'était mon père qui avait besoin d'aide. Donc j'y allais en courant, avec une certaine impatience, très motivé pour retourner rapidement auprès de mes amis. C'était leur projet, ça n'était pas le mien, mais je dois reconnaître aujourd'hui que j'ai appris à utiliser beaucoup d'outils, d'instruments, de travaux physiques, et cela m'a servi pour ma propre maison des années plus tard, et ça m'a également beaucoup servi dans le cadre de l'enseignement de Selim Aïssel, où nous n'avons pas que des activités méditatoires ou des mouvements méditatifs, mais également des activités de travaux physiques, telles que cela s'est toujours fait dans les centres des mystères et les écoles de sagesse. Bien des années plus tard, j'arrive à la terminale, au bac, et je dois dire que cette année de fin de ce premier cycle du baccalauréat, je pars en disant à mes parents, je vais démarrer doucement, puis je vais accélérer, puis je vais finir en beauté et décrocher mon bac. En réalité, ça n'a pas été un escalier montant, ça a été un escalier descendant. J'ai commencé à un certain rythme, j'ai ralenti très vite, et je pense que 2 mois après, je n'en pouvais plus de l'école, de la façon d'enseigner, du contenu des matières. Je ne me suis jamais plaint des professeurs, j'ai toujours eu de très bonnes relations avec mes professeurs, mais j'ai saturé. Je n'ai pas d'explication, je n'en pouvais plus, j'étais, comme on dit, gavé. Et donc j'ai passé, je suis allé jusqu'à la fin de l'année, mais j'ai décidé au cours de cette année d'arrêter, de ne pas aller plus loin, j'en pouvais plus. Vu que je n'avais pas du tout l'intention de redoubler ou d'aller dans des études supérieures, j'ai cherché les derniers mois de cette année comment je pourrais faire un service militaire intelligent ou un service militaire utile et pas simplement me retrouver dans une caserne pendant 1 an à ne pas savoir quoi faire. Et j'ai trouvé à Marseille le bataillon des marins-pompiers de Marseille qui est géré par l'armée, par la marine, mais qui en réalité, avec Paris, ces 2 villes ont comme point commun que les pompiers sont des militaires. C'est l'armée de terre à Paris et c'est la marine à Marseille. Et donc, dans le cadre de mon service militaire, parce que je n'habite pas à Marseille et que j'habitais à Toulouse, je dois faire 2 ans au lieu d'une seule année pour le service militaire. Et donc, j'accepte ce défi et c'est ce que j'entreprends à ce moment-là.
J'étais très sportif et j'ai pu franchir les différentes épreuves euh, qui étaient nécessaires pour pouvoir prétendre à ce service militaire-là et à pouvoir devenir acteur dans le cadre des activités de pompiers à Marseille, qui sont assez diversifiées. Il y a la ville, il y a les feux de forêt, il y a les feux de bateau, il y a les plongeurs sous-mariniers. Bref, Marseille, il y a beaucoup de sections pour les pompiers à Marseille et beaucoup d'interventions tous les jours. C'est une très très grande ville. Il s'avère qu'après 4 mois de formation professionnelle, j'intègre la caserne d'affectation et au bout de quelques mois, je commence à être, je vais dire intérieurement, mais je ne savais pas à l'époque ce que signifiait le mot intérieurement, mais je commençais à être perturbé, je commençais à réfléchir, je commençais à m'interroger suite à tous ces accidents, ces morts, ces scènes étranges telles qu'un feu de voiture, un feu de forêt, des individus qui se disputent au couteau, d'autres qui veulent se suicider suite à la perte d'un proche. J'avais entre 19 et 20 ans à ce moment-là, et après avoir comme beaucoup regardé beaucoup de scènes d'action, beaucoup de scènes pas très réjouissantes à la télévision, là je me retrouve à vivre des choses un peu similaires, mais en étant complètement dedans, complètement au contact de ces souffrances, de ces douleurs, de ces partages avec les victimes, cette prise en charge des victimes. Et petit à petit en moi s'éveille un questionnement sur le sens. Pourquoi cela arrive à cette personne, à ce moment-là? Pourquoi était-elle là, à cette seconde-là? Pourquoi ce jeune homme se suicide au rez-de-chaussée d'une cafétéria Flunch, je crois, en essayant de se faire une surdose de drogue? Et comment, en le récupérant, grâce à des produits qui permettent d'annuler ces drogues, comment, en lui posant la question, mais pourquoi vous avez fait une tentative de suicide? Et il vous répond, j'avais une femme magnifique, elle a eu un accident de voiture il y a 15 jours, je ne peux pas et je ne veux pas vivre sans elle. Comme je vous l'ai dit, moi j'avais 20 ans, j'étais à côté d'un homme que nous venions de sauver, à qui nous venions de sauver la vie. Le problème, c'est qu'il nous dira quelques instants plus tard qu'il allait recommencer. Donc c'est tout un ensemble de scénettes, de situations, d'interventions qui ont fait que, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas comme quand tu étais jeune, quand tu étais adolescent, quand tu avais 14, 16 ans, que tu regardais la télévision avec des films d'action, avec des super-héros, ou avec des gens qui meurent, des gens qui sont blessés. Là, c'est la vie réelle. Tu mets les doigts dedans, tu es auprès d'eux. Et intérieurement, un questionnement a commencé à se poser. C'est quoi le sens de tout cela? C'est quoi ce cirque? Et donc, suite aux tentatives de suicide, aux problèmes d'alcool, aux problèmes de couple, aux personnes âgées qui meurent, à des accidents soudains en pleine rue, des personnes qui font des tentatives de suicide également. Et certains réussissent des fois. De grandes questions commencent à naître en moi pour la première fois de ma vie. Une scène également qui m'avait particulièrement marqué, une petite fille de 6 ans, je crois, qui, au moment où le portail automatique se referme, essaye d'attraper le ballon qui est de l'autre côté. Elle réussit à se retrouver avec le cou sur la zone de fermeture du portail automatique. Elle a la trachée écrasée. Une jolie petite fille de 6 ans. Et au moment où nous arrivons, elle a un peu perdu conscience. On fait ce qu'il y a à faire, puis on arrive à la récupérer. Et puis, je me retrouve, pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital, à être la personne qui l'a fait respirer. C'est-à-dire qu'avec le ballon de respiration,
c'est moi qui lui générais sa respiration pulmonaire, puisqu'elle avait été un peu abîmée, la trachée était un peu contractée. Et alors que je faisais ça bien, à un moment, je me dis, est-ce que tu te rends compte, Brice, que tu es en train, si tu arrêtes ce que tu es en train de faire, elle meurt. Je dois dire que même aujourd'hui, je n'arrive pas à m'en remettre. Et donc, j'ai ce choc du réel. Je suis celui qui la maintient en vie. Est-ce que j'ai signé pour de tels niveaux de responsabilité? Ben oui, apparemment. Et donc, j'ai vite repris mes esprits. J'ai continué à la faire respirer. Et puis, on apprendra quelques jours après que tout s'est bien passé pour elle et qu'elle a pu retourner chez ses parents assez rapidement, finalement. Alors, je viens de vous parler de cette petite fille magnifique à la trachée écrasée, mais à l'autre bout, il y a ce couple très âgé qui viennent d'avoir des relations sexuelles apparemment, et le mari n'y a pas survécu. Il a eu une crise cardiaque, et donc nous arrivons dans ce contexte-là, et avec sa femme, qui a apparemment pris conscience que son mari était mort, mais dont le cerveau a focalisé sur une seule chose: quelle paire de chaussettes va-t-elle mettre à son mari pour qu'il puisse aller à l'hôpital, mais en réalité à l'hôpital puis à la morgue. Et c'est à moi qu'elle posait la question. Elle me montrait dans le tiroir les paires de chaussettes et il fallait que je l'aide à trouver quelle était la paire de chaussettes adaptée à cette situation. Je voyais bien encore une fois que le cerveau humain, en situation de grand stress, se focalise sur quelque chose car cela lui évite de disjoncter. J'avais également vu cela avec un monsieur qui avait trébuché sur les quais de gare, il était tombé, il s'était fait broyer une partie des doigts par le train et en même temps avait cassé sa montre. Et donc nous sommes arrivés, nous avons pris soin de lui et moi il n'arrêtait pas de me dire constamment j'ai abîmé ma montre, j'ai abîmé ma montre, j'ai abîmé ma montre. C'était sa grande source de focalisation. C'était encore une fois ce système de survie du cerveau qui focalise sur quelque chose pour ne pas voir le reste. Il s'avère que le reste, c'était les doigts qui étaient à côté. Il en manquait un peu. Et lui, sa préoccupation, c'était sa montre. Je le répète, j'avais entre 19 et 20 ans à ce moment-là. Et ces scènes, je ne les avais même pas vues à la télévision. Et je les découvrais dans le réel, auprès de ces êtres humains en souffrance. Et donc, de situation en situation, nous n'avons pas tous les jours des situations aussi graves que celles que je viens de raconter, mais cela arrive assez régulièrement quand même dans une très grande ville. Et donc je commençais à être habité par un questionnement, c'était mes tout premiers pas de réflexion intérieure sur le sens de leur vie, de ma vie, de notre vie, puisque la question ne m'avait jamais préoccupé. Mes parents ne sont ni croyants ni baptisés, je crois. Et quant à moi, ils m'ont dit, mon père a dit, s'il veut se baptiser, il le fera lui-même. On ne lui impose aucune religion. Je les en remercie. Un jour, à l'entrée du métro, quelqu'un me tend un papier que j'attrape rapidement parce que j'avais un rendez-vous. Il s'agissait d'un questionnaire de la scientologie. Je pense que vous en avez entendu parler il y a quelques années. Ça a défrayé un peu même la chronique. Aujourd'hui, on n'en parle plus trop. Et donc, je prends ce prospectus. Il s'avère que je devais voyager en train et je vois qu'il y a 400 questions dans le prospectus sur comment je pense, comment je vois les choses, sur comment je me comporte dans telle situation. Et je commence à cocher. Et je commence à cocher les cases et à remplir mon document. Et il était proposé, pour ceux qui avaient le courage de répondre aux 400 questions, de ramener ce formulaire à cette église de Scientologie. Et donc je me suis dit, tiens, ça va peut-être m'aider à mieux me connaître. C'était vraiment, je vous dis, les tout premiers pas. Et donc je suis allé dans ce centre qui était à Marseille. Je leur ai remis mon document. Ils m'ont fait une interprétation qui n'était pas si mauvaise que ça. J'étais assez surpris d'ailleurs. Et ensuite, j'ai décidé de m'inscrire dans un des cours
avec un ami, nous sommes allés faire quelques cours sur quelques semaines. Je crois que presque 2 mois après, maximum, je reçois un coup de téléphone de mon père qui est à Toulouse, moi j'étais à Marseille, et qui me dit « Tu sais le truc dont tu nous as parlé là, que tu vas faire des cours, la scientologie avec Ron Hubbard et tout ça ?» Je dis « Oui ». Il me dit « C'est une secte et ils en parlent partout à la télévision, t'es pas au courant ?» Je dis « Non, je suis pas au courant, je lis pas les journaux et je regarde pas la télé, et quand j'ai du temps, je dors. » Et donc, je prends le journal du jour, effectivement, en une, la scientologie, secte de la scientologie, et il y avait les photos du centre où j'allais. Ce qui était assez étonnant également, c'est que dans les 15 jours qui ont précédé cet événement, il m'est arrivé tout un ensemble de situations étranges où je me suis fait fracturer le coffre de ma voiture. On m'a pris le sac à dos qui était devant. Ensuite, à un endroit, j'ouvre ma porte, une voiture passe, elle m'arrache la porte. Ensuite, je prends le train et on me vole encore quelque chose. Sur une période de 15 jours, il m'arrive tout un ensemble de petits événements qui n'ont rien à voir avec la scientologie, bien sûr, mais peut-être quand même, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as plus une vie normale, et tu n'as que des incidents, des accidents, on te prend des choses, on t'envole, tu en perds, la voiture est abîmée, il faut forcer le coffre arrière, enfin bon. Et là, à un moment donné, je me dis, il se passe quelque chose. Et quelques jours après, mon père me transmet ce message de la scientologie et du scandale que ça a commencé à faire en France. Donc j'aurais des dizaines et des dizaines d'anecdotes à raconter, mais ça n'est pas ni le moment, ni l'endroit. Et finalement, après 2 ans d'intervention jour et nuit, au rythme de 48 heures de travail, véritablement 48 heures de travail, dans lequel on peut dormir si on n'est pas en intervention, mais il arrive que ces 48 heures, on ne dorme pas beaucoup pendant ces 48 heures. C'est pas chaque semaine, mais c'est fréquent. Et 24 heures de repos. En réalité, les 24 heures de repos servaient surtout à dormir vraiment quand on pouvait et à aller se baigner un peu et se distraire pour le lendemain retourner pour de nouveau 48 heures d'astreinte et d'intervention. J'en sortirai avec un déficit de sommeil assez dérangeant. La plus grande nouvelle pour moi de la fin de ces 2 années de pompier, c'était de retrouver la capacité de dormir. Et pour ceux qui ne passent pas 2 ans comme moi, mais qui en passent 15, on se retrouve avec des hommes qui ont 30, 32, 35, 38 ans, et vous avez l'impression qu'ils en ont 55, 60. Je sais que notre instructeur, celui qui nous a formés pendant 4 mois, lorsque je faisais mes classes chez les pompiers, à la fin de la séance, il nous avait dit, on a un petit échange avec lui sympathique, c'était vraiment la fin de la session, c'était même le dernier après-midi, on a un petit échange avec lui, quelqu'un lui fait une remarque et puis il dit « Mais vous croyez que j'ai quel âge ?» Et il y en a un qui dit 48 ans, 55 ans et tout ça. Il dit « Mais vous rigolez ou quoi ?» Et il dit « J'ai 37 ans. » Et là, il y a toute la salle qui fait « Quoi ? 37 ans, on a cette allure-là quand on a 37 ans chez les pompiers ?» Eh bien, oui, on peut avoir cette allure-là, toucher au sommeil, vivre complètement déréglé dans les cycles de sommeil. Je pense que ça fait vieillir fortement. Et donc, mon service militaire se termine et je ne souhaite pas revenir sur Toulouse. Je ne souhaitais pas reprendre ma vie chez mes parents. J'étais devenu un jeune homme qui avait commencé à entreprendre sa vie. Et il s'avère que mes parents avaient un petit appartement au Cap d'Agde. Et donc, je décide d'aller dans cet appartement. J'avais pas mal d'amis dans la région grâce à mes activités sportives, entre autres dans le windsurf, la planche à voile. Et je m'installe dans les environs de Béziers. Et je postule pour un travail et je suis recruté pour la saison d'été à Décathlon, au rayon planche à voile et plongée. Après cette expérience concluante, à la fin de cette saison d'été, une amie me dit qu'elle connaît un patron dans une station de ski qui vend et loue des skis, et c'est à Avoriaz.
Et je lui dis que moi, j'aimerais bien aller à Avoriaz, j'adore le ski aussi. Elle prend contact et puis je vais le rencontrer. Et finalement, je passerai mon hiver à Avoriaz en tant que réparateur de ski, loueur de ski et en tant que skieur qui adore skier tous les jours. Il s'avère qu'à Avoriaz et dans les 2 ou 3 années qui ont précédé, j'ai évidemment commencé à rencontrer des femmes, j'ai rencontré tout un ensemble de situations assez ubuesques chez les pompiers et de façon très progressive et sans que je me rende compte véritablement, ce questionnement sur le sens de la vie qui était très léger au départ mais qui était lié à des situations très précises, les accidents dont je vous ai parlé ou les événements dont je vous ai parlé, petit à petit ce questionnement n'a cessé de revenir tranquillement jusqu'à ce que, à ce moment-là, à l'époque où je suis allé à Avoriaz, je commençais à être habité d'un sentiment qui me disait « C'est très sympa à Décathlon, j'ai passé un bel été, j'ai beaucoup aimé les sports que j'ai pratiqués ces derniers mois, je suis content d'avoir terminé l'aventure des pompiers, mais j'aimerais bien comprendre le sens de la vie quand même. » Ça commençait à vraiment m'habiter un peu. Et donc, après ces plusieurs mois à Avoriaz, qui était pour moi assez merveilleux de pouvoir skier tous les jours, puis c'est une belle station en plus, je me suis dit, après cette saison à Avoriaz, je fais un stop, je fais un break, j'ai besoin de comprendre et d'étudier le sens de la vie. Que faisons-nous ici sur Terre? Qu'est-ce que je fais? Et avant de continuer ma vie d'aventure en aventure, j'aimerais bien comprendre les règles du jeu. C'était un peu cette notion qui m'habitait. C'est finalement, il y a énormément de lois physiques, de lois de la nature, de lois de l'humain et du corps humain, des lois de la vie. Ça doit bien avoir un sens tout cela. Mais il s'avère que personne ne m'en a parlé avant. Comme je l'ai dit, les religions ne m'ont pas intéressé. Mes parents ne m'ont pas expliqué le sens de la vie, l'école ne m'a pas expliqué le sens de la vie. J'ai commencé à me dire qu'il allait falloir que je m'occupe de clairement poser cette question et d'y trouver des réponses par moi-même. Il s'avère qu'à Avoriaz, un de mes collègues de travail louait l'été une petite concession de bord de plage à Hyères, dans le Var, près de Toulon, et me dit, puisque tu aimes le sport et que tu es un fou de planche à voile, j'aurais besoin de quelqu'un qui donnerait des cours de planche à voile dans ma concession. Et vu qu'on s'entendait très bien, c'était une façon de continuer notre relation. Et donc, voilà que je vais pour l'été à Hyères. J'enseigne la planche à voile à des enfants, à des adultes. Moi-même, on ne me l'a jamais apprise, je suis un autodidacte. Et donc, il a fallu que je prenne un temps de réflexion pour savoir comment j'allais transmettre des connaissances que je ne m'étais pas rendu compte que j'avais apprises. Mais bon, en quelques jours, et avec l'aide de mon ami, j'ai pu mettre en place un peu de pédagogie et un peu de pratique progressive. Je vis sur la plage, dans la petite cabane dans laquelle nous rangeons les ustensiles de plage, chaises longues, parasols, et je suis très heureux. Je me douche, je mange, je bois, j'enseigne, je prends le soleil, je nage. Quand le vent est très fort, je vais moi-même faire de la planche à voile. J'ai une vie de Robinson Crusoe qui en est très heureux, à part que la plage était bondée. Mais voilà, je suis très heureux de la vie simple de cet été-là. Un jour, je me réveille et je me dis, c'était déjà au bout de 2 mois sur la plage, je me réveille et je me dis, bon, après cette saison, il faudrait que je rencontre un sage. Je vais partir en Inde. Alors, certes, c'est les stéréotypes, mais on fait comme on peut. En fait, après Avoriaz, j'avais commencé à aller à la FNAC, à aller chez des libraires. J'avais commencé à découvrir qu'il y avait des rayons ésotériques, chose que je ne savais pas du tout. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait tout un ensemble d'auteurs qui parlaient de tout un ensemble de choses, de thématiques, de réincarnation, de vie après la mort, de
d'éveil spirituel et tout un tas de choses particulièrement loufoques à mon avis aussi, majoritairement d'ailleurs. Mais je ne savais pas que ça existait, moi, ça. J'avais jamais vu ça à la FNAC, j'étais jamais allé dans ce rayon. Et donc, je commence à acheter un livre, un autre livre, un autre livre. Et petit à petit, il y a des notions comme ça qui commencent à rentrer en moi et qui commencent à m'étayer. À étayer ma pensée, à étayer une réflexion. Par contre, soudainement, du jour au lendemain, un matin, je me lève et je me dis, il faut que je parte en Inde, il faut que je rencontre un sage. Ne me demandez pas d'où me vient cette pensée, je n'en sais rien, c'est ce qui m'a traversé l'esprit que j'ai commencé à prendre au sérieux. La bonne nouvelle, c'est que entre-temps, il y a une jeune femme parisienne qui est arrivée sur ma plage et qui était parfaitement à mon goût et qui était là pour une semaine de vacances et nous nous sommes un peu rapprochés. Elle habitait à Paris et résultat, en guise de voyage en Inde pour rencontrer un sage, je me suis retrouvé à la fin de cette saison à Paris avec une voiture pleine de sable, encore avec mes maillots, mes serviettes et tout cela. Et j'ai débarqué chez elle dans le 16e arrondissement comme le plagiste que j'étais. Et nous avons vécu ensemble pendant 2 années. J'arrive à Paris au mois d'octobre. À ce moment-là, j'ai 23 ans. Et je me suis dit que finalement, pour justifier le fait que je ne suis pas allé près d'un gourou en Inde, je me suis dit qu'à Paris, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de gens intéressants et que j'allais certainement faire de bonnes et belles rencontres. Et quelques jours après mon arrivée à Paris, alors que j'étais en train de me repérer, de découvrir le 16e arrondissement, je vois une affiche sur une boulangerie qui parle d'un salon de médecine douce. Et je me dis, tiens, peut-être que dans un salon de médecine douce, je peux apprendre quelque chose, il y aura peut-être des livres originaux, différents. Et je décide de m'y rendre. Et donc j'arrive pour la première fois dans un salon dit de médecine douce. Je fais tout le tour de ce salon et j'ai une impression un peu de foire, une forme de foire, où de stand en stand, des propositions commerciales ou sympathiques, ou les deux en même temps, nous sont faites pour guérir ceci, mieux manger, rester en forme, penser différemment, se relaxer. Bref, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais il y a quelques-uns assez importants sur Paris. Le plus célèbre est Médecine Douce. Et donc je découvre pour la première fois ces salons de médecine douce. Et donc je fais tout le tour. Et juste avant d'arriver presque à la sortie, je rencontre un stand avec une femme et je vois des photos d'un château. Et puis je vois un appareil électronique. Et puis je vois qu'elle a des cristaux sur son stand. Et je l'écoute parler et je trouve qu'elle a un langage très droit, très direct, assez ferme, mais elle a une certaine clarté, je dirais. Son activité se situe à 35 km à l'est d'Orléans, où elle a un centre de remise en forme par des médecines douces et où elle propose des cures de jeûne. Le jeûne consiste à ne plus manger les aliments que nous mangeons tous les jours, d'arrêter de se nourrir et de boire de l'eau à la place, pour faire simple. Une fois de retour dans l'appartement avec ma compagne, je lui raconte ma rencontre et je lui dis, elle m'a fait quand même une drôle d'impression, cette femme. Dans tout ce salon, c'est elle dont je me dis qu'elle est vraiment différente, mais je ne savais pas pourquoi. Quelques jours après, je décide de lui écrire une lettre. Je lui raconte mon parcours, là où j'en étais de ce parcours, et de mon intention de comprendre et de connaître le sens de la vie, et que j'avais l'impression qu'elle avait de l'avance sur moi. J'avais un peu parlé avec elle dans le salon, j'avais un peu étudié les différentes activités qu'elle avait eues, et je me suis dit, tiens, ça c'est une personne qui pourrait t'aiguiller dans ta recherche. Donc je lui écris une longue lettre qu'elle lit, qu'elle reçoit, qu'elle lit, puis elle me téléphone, et je lui demandais de me former. Et elle m'explique que son travail n'est pas de former les personnes, mais de les recevoir chez elle.
Mais vu l'authenticité de ma lettre, qui l'a un peu touchée selon ses propos, elle me dit que bientôt, elle va recevoir une émission de télévision dans son centre. C'était un petit château, en fait, dans le Loiret. Et qu'elle aurait besoin de retapisser des grandes salles qu'elle a. Et vu que j'avais marqué dans mon courrier que j'étais assez bricoleur, merci papa, eh bien, je pourrais peut-être lui rendre service d'une façon ou d'une autre. Et donc, elle me dit que ça lui rendrait service. Et si je voulais accomplir ça avec un ou deux de ses collaborateurs, eh bien, après, elle verrait ce qu'elle peut faire pour moi. N'ayant pas peur du défi, je décide de l'accepter. À son retour, elle est satisfaite de notre travail, de mon travail, et elle me dit « Je ne peux pas te former, ce n'est pas mon travail, mais je te propose d'expérimenter une semaine dans le centre comme si tu étais un client, mais tu ne payes pas. » Et donc, son travail était basé sur une cure de jeûne associée à tout un ensemble de thérapies parallèles, et durant 7 jours. Et donc, nous prenons rendez-vous, et mi-décembre, j'ai rendez-vous dans ce centre comme client et j'ai un premier entretien avec elle. Et dans ce premier entretien, elle me dit « Toi, il faut que tu apprennes à lâcher prise. » Il s'avère que lâcher prise, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je peux essayer de me détendre, de me relâcher, mais je sentais bien qu'il y avait une notion là derrière sur laquelle elle insistait beaucoup, mais moi je ne savais pas ce que ça signifiait lâcher prise. Et donc, vu qu'elle insistait vraiment, je passais un peu de ma journée en me disant « C'est quoi lâcher prise? C'est quoi lâcher prise? C'est quoi lâcher prise ?» À un moment donné, je me disais je demande à mon esprit de m'aider à lâcher prise. Enfin, moi, je m'inventais un mantra pour essayer de trouver une solution à cette histoire de lâcher prise. Et donc, dans ce centre de remise en forme, il y a un appareillage de gymnastique passive. On s'installe sur des appareils qui bougent, ce qui fait que le corps est relâché, mais il est mis en mouvement malgré lui. Et c'est une des méthodes que je ne vais pas expliquer là maintenant. Il y avait également l'hydrothérapie du côlon. Je ne vais pas vous l'expliquer en détail non plus, mais c'est une méthode très intéressante à pratiquer pour la santé lorsqu'on fait des jeûnes. Il y avait comme base à toutes ces méthodes 7 jours de jeûne, à savoir on boit de l'eau et c'est tout. Et pour la première fois, elle me propose de m'asseoir sur un shogi pour méditer. Je ne vous raconte pas le calvaire du sportif que j'étais de rester tranquillement en place sur un shogi. D'ailleurs, ça n'est pas arrivé, je n'ai pas été un seul instant tranquillement assis sur le shogi. Et Claude continue quand elle me croise à me dire « N'oublie pas de lâcher prise, n'oublie pas de lâcher prise. » Et moi, je ne sais pas ce que c'est lâcher prise. Et donc, nous arrivons le vendredi, le 5e jour, cela durait 7 jours, du lundi au dimanche après-midi. Le vendredi après-midi, je passe dans un cycle de plusieurs heures. La première fois, c'était le mardi, et le même cycle se renouvelait le vendredi. Et dans ce cycle, il y avait tout un ensemble de traitements, dont la balnéothérapie avec du sel de la mer morte, avec des huiles essentielles. Bon, je ne vous raconte pas le cycle, mais en tout cas, il y avait cette étape-là. Et donc, je rentre dans la baignoire pour la 2e fois à l'occasion de ce séjour et je dis à l'infirmière qui était là « Ah, l'eau, mon élément, genre, quel bonheur de me glisser dans cette baignoire, j'adore ça. » A priori, 5 minutes après, j'ai perdu conscience, je me suis évanoui. Lorsque je suis réveillé par l'infirmière, mon corps est totalement tétanisé. Je dis bien totalement tétanisé. Ça me tétanise rien que d'y penser. En fait, je ne peux rien bouger à part mes paupières et ma respiration. Je ne peux rien bouger de mon corps. Je suis emprisonné dans un corps qui est devenu aussi dur que la baignoire dans laquelle je suis. J'essaie de parler et j'y arrive très mal parce que mon visage, ma bouche est déformée. Il faut que je dise 3 fois les choses pour que l'infirmière me comprenne. J'ai l'impression d'être un tronc d'arbre. Mes doigts ont pris des positions douloureuses et dont je n'arrive pas à sortir. Et donc, c'est au bout de 45 minutes à vivre dans cet état de tétanie qui se détend très, très, très lentement que je commence à envisager, avec l'assistance de l'infirmière et d'une autre collègue,
qu'elles essaient de me sortir de la baignoire pour atterrir sur une chaise juste à côté. L'opération ne se fera pas simplement, mais ce sera une réussite. Et ensuite, j'ai passé de nouveau à peu près 45 minutes ou presque une heure assis sur la chaise à essayer de tenir sur la chaise parce qu'en fait, au début, elle me tenait. Dès qu'elle me lâchait, je tombais de la chaise. Je n'arrivais pas à me tenir moi-même assis sur une chaise. J'étais dans un état qui m'est arrivé une seule fois, ce qui est largement suffisant déjà. Et l'étape d'après cette balnéo, lorsqu'elle se passait normalement, c'était d'aller dans une salle juste à côté, de s'allonger avec un matelas qui faisait office de massage, avec dans les oreilles des baleines qui chantaient, et ça permettait de vraiment se détendre. Et j'avais l'impression que les baleines étaient vivantes dans mes oreilles. Mais c'est la suite qui est encore un peu plus intéressante. Quand je suis sorti de cette étape de relaxation, tout seul, j'allais bien, j'avais repris mon corps, je m'étais détendu, j'étais redevenu à peu près normal. Et il s'avère que nous étions au premier étage, et donc je m'apprête à descendre l'escalier en colimaçon qui était en bois. Et au moment où je mets la main sur l'escalier en bois, je retire ma main comme ça subitement, et je me dis, c'est quoi ça? Et je retouche, et je réenlève la main, et je me dis, mais l'escalier, il est vivant. Je touche avec l'autre main, je touche l'escalier, et je sens que l'escalier est vivant. Je descends cet escalier en colimaçon. Arrivé en bas, je fais 2 mètres dans un couloir étroit pour me rendre à la salle principale. Et je croise un petit chat que je connaissais, que j'avais vu ces jours-ci. Et quand je vois le petit chat, j'ai l'impression de recevoir son énergie à l'intérieur de moi. Et je suis émerveillé de ce petit chat. Je trouve que c'est une merveille absolue. Bon, vous savez que les petits chats sont adorables. Hein, ça manque pas de vidéos de petits chats sur Internet et on comprend pourquoi. Mais là, je le reçois à l'intérieur de moi, ou je le capte avec des parties de moi que je ne connais pas encore. Et ce chat est extraordinaire. Je n'en reviens pas qu'il soit aussi plein de vie, aussi merveilleux. Et là, je me dis, l'escalier est vivant, le petit chat est extraordinaire. J'avance dans le couloir, je descends l'escalier, j'accède à la salle principale, la salle où les différents stagiaires se rencontraient. Et il s'avère que nous étions en décembre, et là je tourne à droite, je rejoins le feu, et quand je regarde le feu est vivant. Les flammes qui crépitent me semblent vivantes, c'est-à-dire que je perçois les flammes comme des êtres. Je les perçois comme pas le feu tel qu'on se dit, tiens, il y a le feu, il y a des flammes, ça brûle, ça chauffe. Non, non, ce feu est vivant. Je ne vais pas vous en expliquer plus, je n'en sais pas plus. C'est ma façon de percevoir les choses après l'événement très très spécial qui m'est arrivé dans la baignoire. Et donc, quelques instants après, je croise Claude, la responsable, et je lui dis, Claude, c'était ça le lâcher-prise que je devais faire. Elle me dit, ah non. Elle dit, non, moi quand je parle aux gens de faire un lâcher-prise, c'est pas dans ces proportions-là. Elle me dit, heureusement, comme toi, j'en ai 3 par an. Mais non, ça c'était un énorme lâcher-prise, ça n'est pas ça dont je parlais. Mais apparemment, c'est ce dont toi, tu avais besoin. Et donc, le dimanche après-midi arrive, et je conduis ma voiture pour retrouver ma compagne dans le 16e arrondissement à Paris. Et je roule à 40 km/h. À un moment donné, je vois bien que je roule à 40 km/h et que c'est dans le Loiret qui est rempli de champs avec des grandes lignes droites. Et le dimanche après-midi, on peut tenter les 60 km/h ou un peu plus. Et moi, je n'arrive pas à accélérer. Je roule à 40 km/h et plusieurs fois, je me dis, mais accélère. Et donc, quand j'accélère, je trouve pas ça normal. Je trouve que 40, c'est la bonne vitesse. Voilà. Pas d'explication pour ça non plus, mais c'est mes vécus. Ce sont mes vécus. En tout cas, on va dire que j'ai été, pour la première fois de ma vie, c'est la seule d'ailleurs, un conducteur zen entre le Loiret et Paris. Et donc, une fois arrivé à Paris, riche de ces expériences, riche des partages que j'ai eus, riche de ce qui m'est arrivé de très étrange, toujours nourri de quelques lectures que j'avais entrepris, allez savoir pourquoi,
je me dis que maintenant, il faut que je prenne ma vie spirituelle en charge et je vais commencer par méditer tous les jours, 1 à 2 fois par jour. Allez savoir pourquoi l'idée stupide de me dire il faut arrêter les rapports sexuels. J'en reviens pas moi-même encore aujourd'hui, puisque je n'allais pas à l'église chrétienne, il n'y avait pas de notion de bien et de mal dans ma famille, en tout cas par rapport à la sexualité. Mais je me retrouve, et c'est pas Claude dans le centre de remise en forme qui m'a mis ça dans la tête, j'ai décidé d'une certaine discipline qui avait un certain nombre de critères, et il y avait l'abstinence sexuelle dans ces critères avec tout un ensemble d'autres. Je changeais mon alimentation, bref, un cocktail d'extrémistes débutants. Durant 3 semaines de ce régime bizarre, je détraque ma relation sexuelle avec ma compagne qui, elle, n'avait rien demandé. Enfin, si, elle avait demandé des choses, mais je lui avais dit que je ne voulais plus. Et le 13 janvier, donc la période de Noël se passe, et le 13 janvier, c'est une date mémorable pour moi, nous rentrons du cinéma avec ma compagne. Elle allume la télévision quelques minutes après, et à la télé, j'entends parler un jeune professeur de philosophie qui avait le sida dans un stade bien avancé et qui s'exprime dans sa relation à la mort et au sida d'une façon assez extraordinaire. À la fois, c'était un professeur de philosophie, donc il amenait la réflexion de la vie, de la mort, de la maladie, de l'existence humaine. Et je l'écoute et je suis fasciné. Et me vient l'idée que moi, avant d'aller dans le centre de remise en forme de Claude, je ne savais rien de ces thérapies possibles. Et lui, certainement qu'il en est de même pour lui. Ce serait quand même bien que je le contacte et que je lui dise que peut-être le sida n'est pas irréversible. Il s'avère que Claude, la responsable du centre de remise en forme, c'est le moins qu'on puisse dire, était une chef d'entreprise dans l'industrie du médicament sur Paris, très implantée, belle entreprise, de belles finances dans son entreprise. Et puis un jour, elle a eu le cancer d'un sein. Elle allait voir un grand spécialiste parisien. Il lui a dit « il faut faire l'ablation du sein ». Elle l'a fait. Puis c'est terminé. Eh bien non, c'est pas terminé. Quelques mois après, cancer du 2e sein. Même méthode, ablation du 2e sein, normal. Et puis après, des métastases au niveau des reins. Et là, on lui dit, ah là, les reins, on ne peut pas vous enlever les 2 reins, c'est l'horreur. Vous avez pu pouvoir vivre très très longtemps. Et donc Claude, à ce moment-là, apprend de la bouche d'un professeur célèbre à Paris, pour moi, il vous reste 6 mois. Le mieux, vu que vous avez une situation financière confortable, le mieux serait que vous alliez faire un voyage avec votre famille, et puis un jour vous vous éteindrez tranquillement. Il s'avère qu'il y a donné un bon conseil. Elle est partie aux États-Unis avec son mari et ses enfants. Ils ont acheté un très grand camping-car, comme il y en a aux États-Unis, et ils ont décidé de vivre avec elle le temps qu'elle vivrait. Il s'avère que là-bas, elle a fait des rencontres totalement inattendues. Son destin a été réorienté. Elle a guéri, elle n'est pas morte du tout. Et c'est riche d'enseignements qu'elle a reçus là-bas, qu'elle est revenue en France pour transmettre les méthodes apprises. Et donc, pour en revenir à ce jeune homme qui s'exprime, ce professeur de philosophie, à propos du sida qu'il a, le lendemain matin, je me dis, il faut que je lui parle, mais comment on trouve quelqu'un qui vienne passer le soir d'avant dans la télévision, comment je le rencontre? J'avais compris qu'il habitait à Paris. Je prends l'annuaire, je connaissais son nom, je le trouve, il y a l'adresse, je prends le téléphone, je lui téléphone, je lui dis que je l'ai vu à l'émission hier soir, que je trouve admirable son courage, mais que j'aimerais partager avec lui des choses que j'ai apprises il y a peu de temps. Est-ce qu'il accepterait que je le rencontre? Il me dit oui, et on se donne rendez-vous chez lui. Une fois sur place, immédiatement, la rencontre est très naturelle et facile. Et surtout, je lui explique mon parcours de ces dernières semaines, mon parcours de vie, et comment la responsable du centre, Claude, s'est guérie, et que je pense qu'il peut en être de même avec le sida. En tout cas, j'ai entendu
dire ça à Claude. Vous ne le répétez pas au médecin, hein, ce sont des choses qui restent entre nous. Il est possible, lorsque quelqu'un met en œuvre une très forte remise en question de sa vie, de son mode de vie, puisse retarder très 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 largement sa maladie, ou des fois la faire régresser. Je n'invente rien, ça existe. Et donc, je rencontre ce professeur, je lui raconte mon parcours, il me raconte le sien, une forte amitié s'installe entre nous, et puis je rentre chez moi. J'arrive chez moi, il est 20h, et je suis pris d'une fatigue énorme, mais vraiment une fatigue énorme. Et je dis à ma compagne, je suis désolé, il devait être 20h, 20h30, je suis désolé, il faut que je me mette dans le lit et que je dorme. C'est là que les aventures étranges commencent. Le lendemain matin, au moment où j'ouvre les yeux, je me redresse subitement dans le lit, je regarde le salon et je me rends compte que j'éclaire le monde. Ce que je regarde, c'est moi qui l'éclaire. C'est pas le monde qui rentre en moi, c'est moi qui éclaire le monde. Tout ce que je regarde reçoit ma lumière. C'est la sensation que je vis, c'est l'expérience qui m'arrive. Je me rends compte que mon regard éclaire, alors qu'en général, les yeux reçoivent. C'est comme ça que je traduis cette expérience. En parallèle, je ressens une énergie très forte dans tout le corps. J'ai l'esprit très clair et j'ai très faim. Ce jour-là, je mange beaucoup. Le soir, je me pèse, j'ai perdu 3 kilos. Ma compagne ne comprend pas comment je peux manger tout ce que j'ai mangé ce jour-là et avoir 3 kilos de moins sur la balance. Je ne comprends pas non plus. J'ai l'impression de brûler de l'intérieur. J'ai l'impression d'être en combustion. J'ai l'impression d'être une fusée qui était à l'arrêt et qui d'un coup a allumé un de ses réacteurs. Mais moi, j'ai jamais entendu parler de réacteur et on m'a jamais expliqué qu'une force de cette nature pouvait se réveiller à l'intérieur de moi. Ce jour-là et les jours suivants, je me rends compte que quand je parle à quelqu'un, je lui parle de mon cœur à son cœur. Ma tête est débranchée, c'est mon cœur qui est réveillé, et donc quand je m'exprime, c'est au cœur de la personne. Ce que sa tête pense ne m'intéresse pas, et j'en suis conscient. Dans l'échange, je me rends compte que je dis des choses, c'est ça qui est important. Par contre, que sa tête soit d'accord ou pas, ça ne m'intéresse pas du tout en fait. L'important, c'est que moi, je dise ce que j'ai à lui dire. Quelques jours après, de situation en situation que je ne vais pas vous raconter là, je me rends compte que ce que je vis n'est plus du tout lié à ce qu'on appelle le hasard. Les personnes que je rencontre, les coups de téléphone que je reçois, les idées qui me passent encore par la tête et qui me donnent une information, se traduisent ensuite en actes qui ont des conséquences chez quelqu'un d'autre. Je me rends compte que je suis comme, on dirait aujourd'hui, un peu interconnecté avec ce que vivent les personnes, sans que pour autant j'en sache quoi que ce soit. Mais si je dis quelque chose ou si je fais quelque chose, c'est en relation avec une réalité que eux vivent et que visiblement une partie de moi connaît. Mais ma tête débranchée n'en sait rien. Je commence à prendre conscience que tout ce qui fait ma vie, en réalité, est cohérent. Il n'y a pas de hasard à ce moment-là. J'en suis conscient d'heure en heure et de jour en jour. Je me rends compte que tout est en cohérence. Rien n'est accidentel. Par exemple, je rencontre soudainement un ami, on a un petit échange, et puis le lendemain, j'en rencontre un autre que je n'avais pas prévu du tout de rencontrer, on a un échange, et l'information que m'a donnée l'un, je la transmets à l'autre, et l'autre me dit à ce moment-là, « Mais c'est faux ce que tu dis. » Alors je lui dis, moi je fais que répéter ce que l'autre m'a dit. « Oui, mais le fait que tu me dises ça maintenant, ça répond à quelque chose qui me préoccupe depuis plusieurs jours. » Concernant mes nuits, je dors 4 heures par nuit. Au moment où je rentre dans le lit, je m'endors en un instant. Quand je me réveille en un instant. J'ouvre les yeux, c'est comme des stores qui s'ouvrent.
et j'éclaire la pièce dans laquelle je suis. 2 semaines plus tard, et bien des péripéties que je raconte dans ma biographie, mais que je ne vais pas vous raconter là maintenant, je redeviens un être humain normal. Cette énergie qui s'est éveillée, qui m'a permis de faire beaucoup de choses totalement inattendues que je raconte dans le livre, et là, cette énergie repart et je redeviens un humain normal. Il s'avère que durant les 9 mois qui vont suivre, je ne suis pas un humain normal, je ne suis pas un humain augmenté, je suis un humain affaibli, je suis en dépression. Pourquoi en dépression? Non pas que j'étais dépressif ou suicidaire ou avec des idées loufoques. Non, je suis en dépression parce que j'ai vu le soleil, j'ai fonctionné à un rythme et avec une intelligence et avec une force intérieure inconnue. Tout cela est retiré. Qu'est-ce qui reste? Il reste Brice de base. C'est plus du tout pareil. Et j'en suis bien conscient à ce moment-là. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu une période d'un état morose. C'était pas que j'étais pas dépressif ou négatif ou rancunier. Non, non, j'étais plutôt assez, je vais pas dire zen, mais assez tranquille, assez stable, mais dans une énergie de déprime. J'avais vu la lumière, on m'a retiré la lumière. Bon, je continue à vivre, ok, mais c'est beaucoup moins marrant. C'est beaucoup moins clair, c'est beaucoup moins fort. C'est beaucoup moins cohérent. J'avais vu un peu de la vraie lumière, elle s'est retirée, le monde me paraissait fade. Si je faisais une image, je dirais que, vous voyez, vous êtes à Paris, vous vous levez le matin, vous devez aller à l'aéroport, vous prenez un taxi, il pleut, il fait gris, il fait pas beau, il y a de la circulation, bon voilà, c'est la vie, hein. On s'en plaint ou pas. Et on arrive à l'aéroport de Roissy, et puis on monte dans l'avion, et puis l'avion décolle, il pleut dehors, il fait gris, il y a des nuages, et puis on traverse les nuages, et d'un coup, paf, le soleil. Et là vous vous dites, mais c'est fou ça, il faisait soleil aujourd'hui, personne ne me l'a dit. Ben oui, quand on vit sous les nuages et qu'il pleut, dans la grisaille parisienne, c'est pas le soleil, c'est la vie de l'être humain normal à Paris. Et là, d'un coup, vous êtes au-dessus des nuages, vous voyez au loin, vous voyez le ciel bleu, vous voyez le soleil, vous voyez l'immensité, vous voyez la beauté des nuages vus d'en haut. Et là, vous dites, mais on m'avait pas dit qu'il y avait tout ça là au-dessus. D'ailleurs, si vous ne prenez pas l'avion, vous ne vous en rendez pas compte. Eh bien, je prends cette image, cette métaphore, c'est un peu ce que j'ai vécu intérieurement. Je suis passé dans un tout autre état intérieur, dans lequel tout est devenu cohérent dans ma vie, et je me suis mis à vivre des choses à une vitesse, avec une intelligence tout à fait différente, et puis ça s'arrête. C'est l'avion qui retraverse les nuages, il pleut encore, et on va finir encore sur le périphérique, dans des bouchons sur le périphérique parisien. Et donc, après ces 9 mois de dépression, mes parents arrivent à Paris pour quelques jours et avec ma compagne, on se propose d'aller leur montrer le très grand écran Place d'Italie. Et il s'avère qu'il y avait à ce moment-là le film de Bertolucci, Little Buddha. Et donc la thématique m'intéressait un peu. Je suis bien assis dans mon fauteuil et le Bouddha est en méditation contre un arbre au bord d'une rivière. Et il y a un bateau qui passe, et dans ce bateau, il y a un professeur de musique avec 2 de ses élèves. Et le professeur, à un moment donné, s'exprime avec son instrument et il montre les réglages à ses élèves et il leur dit, vous voyez, si vous relâchez trop la corde, l'instrument ne joue plus. Si vous tendez trop la corde va casser. Il faut trouver un réglage. Il faut trouver un juste milieu. Et à ce moment-là, dans le film, le Bouddha comprend son célèbre principe du juste milieu. Il s'avère qu'à ce moment-là, Brice, pas du tout Bouddha, Brice, dans la salle du cinéma, a les larmes qui giclent de ses yeux devant lui, parce qu'il comprend à ce moment-là le principe du juste milieu. Il se rend compte que ses aventures à Orléans étaient fort sympathiques,
que les décisions qu'il a prises après étaient extrémistes. Ça a éveillé des énergies trop puissantes pour lui. Et résultat, il vient d'avoir 9 mois en état dépressif en se disant que ça va passer un jour à l'autre. Les larmes giclent de mes yeux. Je suis profondément touché à l'intérieur et je me dis « Waouh !» Le principe du juste milieu. Ce que l'on appelle dans l'enseignement de Selim Aïssel, ne jamais rien faire en excès. Excès dans le moins, dans la privation, ou excès dans le trop. Le juste milieu. Je pleure, ma compagne est à côté, mes parents, ma mère me voit, qu'est-ce qui t'arrive? On est au cinéma. Je leur dis, ne vous inquiétez pas, à partir de maintenant, tout va bien se passer, à l'intérieur de moi, ça va remonter. Je le savais, c'était clair, cette scène, ce vécu, était le choc qui annonçait la fin de ces 9 mois de, comment on appelle ça, de pénitence, après avoir fait des excès. Et donc je reçois ce principe de tout mon être, je mesure les excès réalisés les mois précédents, et je me retrouve dès ce soir-là avec un sentiment mêlé de joie intérieure et d'un début de parfum de libération. À la sortie des cinémas, mes parents me posent des questions. Je leur dis, écoutez, je vais très bien, mais je vous demande une chose, c'est que je ne veux plus parler ce soir. J'étais dans un état intérieur où j'avais perçu des choses, j'avais tiré un enseignement de mes excès et je ne voulais plus parler. Mais je leur ai dit, vous savez, les derniers mois qui viennent de s'écouler, à partir de ce soir, c'est terminé. Quelques mois plus tard, Claude, la responsable du centre de remise en forme à Orléans, me contacte et me dit que son infirmière est enceinte, qu'elle va bientôt accoucher et qu'elle souhaiterait que je la remplace. Il s'avère que je n'étais pas infirmier, j'étais pompier mais pas infirmier et je suis très étonné de sa demande. Pourquoi elle a pensé à moi? Alors je lui demande pourquoi, est-ce que tu as pensé à moi? Elle me dit, tu sais que je médite le matin. Je dis, oui, ça je sais, c'est chez toi que j'ai appris à méditer. C'est chez toi que je me suis assis sur un shogi pour la première fois. Je n'appellerais pas ça méditer à cette époque-là. Et elle me dit, je me suis assis, j'ai cherché, et d'un coup, c'est toi qui es venu. Donc, je te le propose. Elle fonctionnait beaucoup comme ça. Et donc, 1 mois et demi plus tard, je commence mon nouveau métier dans le centre de remise en forme. Tout se passe bien. Et quelques semaines après, soudainement, une belle jeune femme est une des clientes du centre. Et je tombe éperdument amoureux. Quand je dis je tombe, c'est la seule fois où je suis autant tombé amoureux à ce point-là. Et tomber amoureux, pour ceux qui l'ont vécu, vous le savez, surtout si c'était très fort, ça vous met dans un état de chaos intérieur assez extraordinaire et pas agréable du tout en réalité. J'apprendrai qu'elle est ostéopathe, qu'elle habite à Paris et il s'avère qu'à un moment donné, voyant l'état de ce pauvre garçon amoureux, la gentille cliente lui a demandé s'il y avait quelque chose qui se passait pas bien et donc l'assistant il lui a expliqué qu'il était tombé gravement amoureux d'elle et si elle était d'accord, on pourrait prendre un temps pour en parler ce soir. Voilà, je vous en raconterai pas plus. Un petit détail quand même, pas des moindres, c'est que cette jeune femme était membre de la fondation Gurdjieff, de Georges Ivanovitch Gurdjieff, célèbre maître de la 4e voie, célèbre pour ceux qui le connaissent, et dont je parlerai un peu plus tard. Et donc la saison de remplacement de l'infirmière se poursuit, puis se termine, et puis quelque temps après, je décide de clôturer mon contrat avec Claude. Et où vais-je aller? De nouveau à Paris pour rencontrer cette nouvelle jeune femme dans un autre arrondissement, dans le 12e arrondissement à Paris. Plusieurs mois plus tard de vie commune, je décide à un moment d'aller voir mes parents dans le sud, à Toulouse. Et donc, je dis à mon ami, tiens, je t'emprunterai bien un de tes livres dans ta bibliothèque.
Elle me dit oui, n'hésite pas. Et donc je regarde sa bibliothèque avec pas mal de livres sur la spiritualité et j'en vois un très gros. Et je me dis tiens, pour lire toute la semaine, c'est idéal. Et donc je choisis ce livre à sa taille et à son poids. Je le prends. Il s'agit de fragments d'un enseignement inconnu d'Ouspensky, Ouspensky étant un élève de Gurdjieff. Gurdjieff qu'à ce moment-là je ne connaissais pas, Ouspensky non plus. Je savais que mon ami allait dans des groupes spirituels, mais étonnamment, je n'avais jamais cherché à en savoir plus. Et je prends donc ce livre pour mes vacances à Toulouse. Et donc me voilà à Toulouse et je prends tous les jours un temps pour lire ce livre. Et très rapidement, je me dis, mais ce qui est écrit dans ce livre est absolument extraordinaire. Je perçois qu'il évoque la vérité de l'existence de certains maîtres spirituels, l'existence de certaines écoles assez spéciales et l'existence des élèves qui ont la chance de rencontrer ces enseignements. Je perçois que tout cela n'a absolument rien à voir avec le nouvel âge, avec des gens qui font des expériences spirituelles sans savoir ce qu'ils font. Je me rends compte que ces maîtres spirituels, dont j'avais très vaguement entendu parler en me disant qu'en Inde, il y avait soi-disant des maîtres spirituels. Je ne savais pas qu'il y en avait en dehors de l'Inde. J'avais entendu parler de Jésus, de Socrate, de Mahomet, mais c'était trop religieux pour moi, trop connoté religion pour moi. Et j'avais entendu parler de maîtres spirituels, c'est pour ça que j'avais envisagé d'aller en Inde, mais je n'avais pas plus creusé que cela. Et là, je lis un livre énorme dans lequel il décrit la technologie de l'enseignement de la quatrième voie, telle que Gurdjieff l'a présentée. Et là, je bois ça, comme nous disons, je bois ça comme du petit lait. Ça me paraît extraordinaire, ça me paraît d'une intelligence et d'une clarté évidente. Ce qui était remarquable pour moi pendant que je lisais, pendant que je buvais ce livre, c'est que j'avais la sensation intérieure au niveau du cœur que ce livre disait la vérité. Et mon intellect disait « Mais attends, t'es qui toi pour savoir qu'il y a la vérité dans ce livre-là ?» En fait, je ne le savais pas avec la tête, d'ailleurs la tête était critique, elle l'est toujours d'ailleurs, mais le cœur buvait ce livre et les paroles qui étaient écrites. Et donc, je dévore ce livre, et quand je retourne à Paris, je dis à ma compagne, ton livre-là, il est absolument extraordinaire. Et elle suivait l'enseignement Gurdjieff à Paris. Ça, j'avais l'information, mais je ne savais pas qui était ce Gurdjieff, je savais qu'elle faisait des activités spirituelles. Et là, je lui dis que ce livre est pour moi énormissime, en fait. Et donc, après la lecture de ce livre, je comprends qu'il existe des enseignements très précis qui connaissent ce que l'on pourrait appeler la technologie de l'éveil. Quels sont les moyens abrupts, quelles sont les méthodes à mettre en œuvre pour qu'un processus d'éveil s'opère. Et là, je me dis, mais moi, ce monsieur Gurdjieff, j'aimerais le rencontrer. Il est mort, j'espère qu'il en existe d'autres sur la Terre. Et je comprends aussi comment Gurdjieff explique que sans un maître, on n'a aucune chance de s'éveiller à notre époque. C'est écrit et décrit avec beaucoup d'intelligence et de sens pratique, et je suis touché par ça. Je me dis, oui, évidemment, une technologie de l'éveil, ça ne s'improvise pas, ça ne se bricole pas. Soit quelqu'un a la maîtrise de ce savoir, et il a tellement la maîtrise qu'il est lui-même transformé, auquel cas il peut peut-être être utile à d'autres, s'ils veulent bien jouer le jeu, mais on ne bidouille pas dans ce domaine, sachant que les bidouillages que j'avais fait moi dans les mois qui précèdent m'avaient amené à 9 mois de dépression. Et donc je suis très déçu que Gurdjieff soit mort, et je me dis que si j'avais l'adresse de Gurdjieff à ce moment-là, je pense que dans les semaines suivantes, je serais allé frapper à sa porte. Quelque temps plus tard, pour la première fois de ma vie, des émotions négatives commencent à remonter à l'intérieur de moi sans que les situations extérieures me provoquent. Je me retrouve dans le métro et je vois là quelqu'un appuyé sur la balustrade et je me mets à l'insulter dans ma tête. Je critique les gens, je les trouve idiots, je suis habité de négativité sans raison compréhensible
Et je commence à marcher dans la rue et ma colère se transforme en pensée franchement stupide, mais j'en parle à ma compagne qui elle-même est thérapeute, qui est ostéopathe et qui suit elle-même une thérapie. Et je lui dis, est-ce que tu aurais des adresses à me conseiller? Elle me dit, je ne peux pas vraiment te donner l'adresse de mon thérapeute parce que c'est mieux qu'en couple, on n'aille pas voir le même thérapeute, mais je vais me renseigner. Donc elle me donne 2-3 adresses, je vais faire 2-3 rencontres, mais je ne sais pas pourquoi ça ne me convient pas. J'en parle avec elle après ces rendez-vous et elle me dit peut-être que c'est quand même mon thérapeute qu'il te faudrait parce qu'il est un peu spécial. Elle me dit, bon, écoute, je vais lui demander si c'est envisageable que même si on est ensemble, tu ailles le voir. Et donc elle lui demande, il acquiesce, il dit, je peux le voir. Et donc, je vais voir ce thérapeute. Pour la première fois de ma vie, je rencontre un thérapeute. Et donc, je rentre dans une petite pièce avec lui. Il y a un matelas sur le côté. Lui, il est assis sur une chaise. Je m'assois sur un coin de matelas. Et puis, il me demande de lui parler un peu de ma vie, de pourquoi je suis là, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui fait que je vienne là. Et normal, quoi. Et puis, on me propose une deuxième séance où je reviens, il me pose des questions un peu plus appuyées. Je ne me rappelle plus trop, je dois dire. Et puis, à la troisième séance, il me dit, bon, je pense qu'on a un peu déjà fait le tour de la question. Maintenant, je vais vous proposer vraiment ma méthode. Et donc, je comprends à ce moment-là pourquoi il y avait un matelas juste à côté. Il me propose de m'allonger sur le matelas qui est à côté, de rentrer dans un sac en tissu. Je ne sais pas si vous avez déjà pris les trains de nuit à la SNCF, mais des sacs en tissu SNCF qui arrivent jusque-là, d'avoir les bras le long du corps dans ce sac. Après, il met des coussins sur moi et après, il vient et il attrape. Ce que j'ai oublié de dire, mais qui était très marquant, c'est que ce monsieur avait plus d'une tête de plus que moi, ses épaules débordaient du cadre, et il pratiquait du kendo ou je ne sais quel art martial, et donc c'était une armoire. Et donc cette armoire, une fois qu'elle vous avait fait rentrer dans le drap et que vous étiez coincé, il vous mettait des coussins dessus, et après il venait encore en plus dessous. Ceux qui sont claustrophobes et qui regardent cette vidéo, détendez-vous, respirez, c'est passé, je fais plus ce genre de choses. Et donc, les 3 premières séances se passent bien, et il ne m'explique rien, et je comprends que c'est à moi de chercher à sortir, de trouver l'issue, tout ça, et que c'est une sorte de rebirth spécial. Le problème, c'est dans les séances suivantes, quand j'ai commencé à trouver que j'étais bien finalement dans ce sac au chaud, enfermé avec des coussins, avec Monsieur Muscle sur moi, mais j'étais finalement pas si mal, et je me disais, je peux rester comme ça. Et là, ce qui correspondait à une étape du travail. Et là, le monsieur, il a commencé à passer sa main entre les coussins, entre le drap, et il a commencé à me coincer le système respiratoire en étant sous cet athlète et enfermé dans un sac. Et là, je me suis dit, s'il veut me tuer, ça ne va pas lui prendre beaucoup de temps, parce que là, je ne peux rien faire, et je ne pouvais vraiment rien faire. Et donc là, les choses sérieuses ont commencé. Et quand je dis sérieuses, c'est assez hallucinante plutôt. Très vite, je considérerais que je me retrouve dans une thérapie de commando militaire, genre une thérapie où il faut être fou pour se mettre dans ces conditions-là. Par contre, il faut reconnaître que ça décapait fortement et que de séance en séance, je me rendais compte que j'avais pas trop envie d'y revenir, mais qu'il fallait que j'y revienne. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il me fallait 1 semaine pour m'en remettre. C'est-à-dire que la séance m'avait tellement chamboulé que je perdais un peu les repères. Puis à la fin de la semaine, je recommençais à me sentir bien, à me rééquilibrer. Quand je dis moi, c'est ma personnalité, ma psyché, mon inconscient. Et pouf, je retournais dans le matelas et dans la séance de torture avec le thérapeute. Et donc avec ce thérapeute de choc, je découvre l'impuissance intérieure. Des états où intérieurement je sens que je suis impuissant, je ne peux rien.
des états de surpuissance où je sens que je peux dominer le monde. Je ressens des moments d'abandon total. Je ressens des moments où je fais la guerre à l'univers entier. Je comprends comment on peut être dans un état d'apathie où on est bon à rien à part à se laisser mourir, ou alors un espèce d'état de folie ou d'excès ou de grandiosité où on voudrait changer le monde. Et je passe à travers des dizaines d'états intérieurs insoupçonnés que j'aurais jamais imaginé pouvoir vivre. Et je mesure qu'un processus de libération est à l'œuvre. Grâce à cela, grâce à cette thérapie commando. Au mois de décembre, au bout de 8 mois, mon thérapeute me dit « Je crois qu'on a fait le travail qu'on avait à faire ensemble. Tu t'en rends pas compte, mais beaucoup de choses ont changé en toi. Et je pense qu'on a terminé notre travail. » Et il s'avère que c'est la fin d'année. Je lui dis que je vais aller voir mes parents à Toulouse pendant une semaine, pendant les fêtes, et qu'on pourrait se revoir encore une fois en début d'année, ce qu'il accepte. Dès l'instant où je rencontre mes parents, je perçois à l'intérieur de moi un accueil de eux tels qu'ils sont que je n'ai jamais connu avant. Je ressens intérieurement un souci de bienveillance à leur égard, d'être quelqu'un de bon et qui veille à leur bien. Je trouve que la relation est magique. Je ressens que je les aime plus que jamais, que je les aime mieux, différemment. Je reviens un instant arrière, j'ai oublié un événement important. Donc 8 mois avant, quelques semaines après le début de la thérapie, j'habitais dans le 16e arrondissement, le thérapeute était complètement à l'autre bout, au sud de Paris, près de Vincennes, et donc je faisais le voyage en bus. Et un jour, je monte dans le bus et je ressens quelque chose au niveau du chakra du cœur qui se manifeste avec une certaine douceur, quelque chose de doux, d'agréable. Et la pensée me vient, tu dois trouver un maître. Alors je suis assez étonné. J'ai parlé tout à l'heure du maître Gurdjieff, d'Ouspensky, du fait qu'ils sont morts. Et là, dans le cœur, comme une voix, mais j'entends pas de voix, mais c'est comme une parole, mais c'est intérieur, me dit, tu dois trouver un maître. Tu dois trouver un maître. Tu dois trouver un maître. Et ça se répète sans cesse, avec une grande douceur, mais ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête le soir, quand je me couche, et la première chose qui est là le lendemain matin quand je me réveille, c'est « tu dois trouver un maître ». C'est comme un mantra très doux, agréable, qui tourne tout seul. Et mon cerveau se dit « oui, ok, d'accord, j'ai compris, il faut que je trouve un maître, mais je n'ai pas l'annuaire des maîtres. Est-ce que quelqu'un connaît beaucoup de maîtres autour de lui ?» À la fin de cette semaine, je décide, de ces 7 jours à peu près qui se sont écoulés, je décide d'aller à la Fnac Montparnasse parce que je cherchais le livre d'un auteur dont quelqu'un m'avait parlé, au rayon spiritualité, ésotérisme plutôt. Et alors que vous voyez comment c'est fait, la Fnac, il y a des étagères qui sont à notre hauteur, il y a des étagères dessous, il y a des murs. Et là, je longe un des îlots, et je regarde à ma hauteur les livres qui sont là, et soudainement, en perdant complètement le contrôle ou en étant complètement hacké par un autre contrôle, je me baisse, j'attrape un livre et je le lis. Mais ce livre, une seconde avant, je n'avais pas conscience qu'il était là. Je ne m'étais même pas intéressé au fait qu'il y avait des livres à la hauteur de mes chevilles. J'étais en train de regarder ce qui était là. Donc, voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, je prends ce livre et je le feuillette. Et en regardant les termes à l'intérieur, je vois qu'il est question d'un maître. Je vois l'appellation quatrième voie. Je regarde la 4e de couverture. Je vois aussi maître de la 4e voie.
Et donc, je me dis, c'est quoi ce livre-là? Il y aurait Un maître de la quatrième voie, comme Gurdjieff, qui était ma référence. Et je vais au fond et je vois qu'il est français, il parle français. Et personne ne m'a prévenu qu'il y avait un maître de la quatrième voie en France. Et il est question d'un certain Selim Aïssel. Jamais entendu parler. Certainement un oriental pour avoir un nom pareil. Ah oui, une autre originalité qui m'est arrivée dans cette période, c'est qu'un jour, de nouveau en sortant de mon mercredi, puisque c'était le mercredi que j'allais voir mon thérapeute, en sortant de chez lui, en montant dans le bus, je m'assois et d'un coup je me dis, mais avec une grande force, il faut que tu racontes tes 29 ans de vie, avec la sensation qu'à partir de maintenant, tout va changer. Et je me dis, mais tiens, mais ça veut dire qu'il faut que j'écrive un livre, que je fasse une biographie. Enfin, je cherche à comprendre pourquoi cette idée s'impose à moi comme ça. Mais j'ai la sensation que ce serait une belle façon de faire un bilan. J'étais assez à l'aise à l'école en dissertation et je me dis, j'ai jamais écrit de livre, mais bon, il suffit de raconter les choses les unes après les autres. Et donc, dès le lendemain, je m'achète un tout petit carnet comme ça, et dès que je pense à une anecdote de vie marquante ou qui m'a enseigné quelque chose, je la note. Et cette perception me vient également, encore une fois, de ce plexus cardiaque, du chakra du cœur. J'ai l'impression que cette pensée est montée de cet endroit. Donc, surpris mais obéissant, le lendemain, j'achète un carnet, et à partir de là, je me mets à noter tous les jours des choses au moment où elles me passent par la tête. Voici le livre dont je viens de vous parler, La psychologie spirituelle, l'alchimie intérieure. En réalité, c'est le livre par lequel j'ai découvert l'enseignement de Selim Aïssel, qui, comme souvent, a été écrit sous un pseudonyme. Là, c'était Pir Kedjep Ansari. Il n'existe plus sous cette forme d'édition, mais je crois que le livre existe encore. Et donc, en lisant ce livre, je retrouve les termes, les expressions, les mots, l'enseignement évoqué par Gurdjieff. L'enseignement de la quatrième voie, l'enseignement des maîtres de sagesse, tout un ensemble de notions que j'ai lues grâce à Ouspensky dans Fragment d'un enseignement inconnu, je les redécouvre dans cet ouvrage. Et je me dis, mais pourquoi c'est lié comme ça? Gurdjieff est mort, je ne sais pas qui c'est, ce Pir Kedjep Ansari, et je commence à me renseigner. Quelques jours plus tard, je contacte l'association qui a édité les livres, et je demande comment cela se passe avec cet enseignement spirituel, s'ils pourraient me transmettre des documentations, puisque je prends conscience qu'il y aurait une association qui soutient le travail de Selim Aïssel. Et donc, je leur donne mes coordonnées, ils m'envoient des documents à la maison pour m'expliquer ce qui est possible. Quelque temps après, je m'inscris à l'association en tant qu'élève, ce qui me permet de recevoir un cours toutes les semaines, et de commencer à étudier la psychoanthropologie de Selim Aïssel. Et en recevant ces cours, je prends conscience que c'est très sérieux, c'est pas du tout planant, New Age ou je ne sais quoi, c'est très concret, très clair, tout comme les ouvrages qui ont été écrits par Selim Aïssel, c'est de la même nature. Et que c'est un enseignement qui me fait une impression de grand sérieux, en tout cas dans le contenu des cours. Puis la thérapie avec Yves étant terminée, l'écriture arrive à son terme, et donc je décide de participer à un stage au mois d'avril 1998. Je quitte Paris, je me dirige vers l'Alsace, arrive dans l'école de Selim Aïssel vers 20h le soir. Un élève m'accueille très aimablement sur le parking, puis me dit qu'il va me conduire à une responsable. Je rencontre cette responsable qui m'accueille très aimablement et qui me dit « Est-ce que vous avez mangé ?» Je dis « Non, je n'ai pas mangé. Est-ce que vous voulez manger ?» Je dis « Non, faites rien pour moi, il n'y a pas besoin. » Elle me dit « Il nous reste de la soupe du repas de ce soir, vous pouvez en profiter si vous souhaitez. » Je dis « Écoutez, faisons ça. » Et donc elle m'oriente vers la cuisine, m'installe.
me sert une assiette et avec une autre personne qui était dans la même situation que moi, qui arrivait à peu près en même temps, on se retrouve à 3 ou 4 là, sur un coin de cuisine de l'école. Et donc je suis assis dos à la porte d'entrée de la cuisine. Et soudain, les quelques personnes qui étaient autour de moi tournent toute la tête en même temps et regardent à la porte. J'en fais de même. Et je vois Selim Aïssel, en tout cas la photo que je connaissais de lui sur les livres, qui entre, qui sourit et qui, je vois, va me tendre la main, puisque j'étais le plus proche. Et donc je me lève, il me tend la main et je lui serre la main. Et là, je me retrouve avec une poigne forte, je le regarde dans les yeux, il en fait de même. Et à cet instant-là, j'ai l'impression qu'un éclair me tombe dessus. J'ai la sensation qu'au-dessus de ma tête et au-dessus de sa tête, comme deux gros câbles se connectent. Comme des gros câbles des wagons SNCF quand on les emboîte, des câbles électriques. Et je ressens une décharge dans tout le corps. Il continue à me sourire, je continue à le sourire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le mot qui me vient, c'est reconnexion. Puis il ressortira de la pièce, puis il reviendra un quart d'heure plus tard avec des pommes qu'il partagera et nous aurons un premier échange. Et c'est surtout le lendemain matin, après avoir dormi dans le lieu, il y avait un petit déjeuner. Et là, je me retrouve dans la salle à manger que vous connaissez un peu, puisque c'est là que se sont passés tous les enregistrements avec Selim Aïssel. Et je me retrouve sur le côté, et j'ai Selim Aïssel à ma droite, là où il est assis dans les vidéos. Et donc, je suis à sa gauche. Et je regarde les élèves autour de moi, je regarde Selim Aïssel, je regarde les élèves, je regarde Selim Aïssel, je regarde les élèves, je regarde Selim Aïssel, et je me rends compte que eux là, assis à côté de moi, ils sont comme moi. Ils sont différents, mais ils sont comme moi. Mais quand je le regarde lui, il y a quelque chose à moi, il y a un organe de perception à moi qui sait que lui, il n'a rien à voir avec tous les autres dans la salle, moi compris évidemment. Je le sens, je le sais, je le vois, mais je ne saurais pas l'expliquer. Et à ce moment-là, des larmes coulent de mon visage. Je ressens une forte émotion intérieure, assez apaisante. Je pleure sereinement. Et à l'intérieur de moi, ça dit « J'ai retrouvé la maison ». Et plusieurs fois, ça résonne comme ça à l'intérieur de moi. J'ai retrouvé la maison. J'ai retrouvé ce qu'en réalité je cherchais depuis 29 ans. Et je ne savais pas que c'était ça que je cherchais. Et là, lors de ces premières minutes dans la salle à manger, avec ce groupe d'élèves, avec ce maître, je sais que j'ai retrouvé ce que je cherchais. Ça, c'est ma vie, c'est mon histoire, c'est mon destin. Quand je vous raconte tout cela, je ne sais pas qui cela concerne de ceux qui vont regarder ces vidéos. C'est la vie de chacun. Moi, je vous raconte ce qui est vrai dans ma vie, et c'est à chacun de chercher sa vérité, de la comprendre, de la ressentir. En tout cas, ce jour-là, les choses étaient claires. J'étais arrivé de nouveau à la maison. Et alors que les larmes coulent sur mon visage, je fais comme une rétrospective et je me dis, il m'a fallu 29 ans pour retrouver le chemin. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce chemin, je l'attendais dès ma naissance, dès mes premières années. Tout était orienté pour que je retrouve ce chemin, que je retrouve ma vraie famille, que je retrouve ma destinée en lien avec d'autres vies qui précèdent, d'autres rencontres. Après que l'entretien avec le maître ait eu lieu, après la vaisselle qui s'ensuit, le rangement qui s'ensuit,
il y a des travaux qui sont proposés à l'extérieur et je me retrouve à l'avant de la maison, affecté, toujours en train de prendre des nouveaux repères, et on me demande de désherber une zone qui est à l'avant de l'école. Et je fais ça durant quelques dizaines de minutes. Et soudain, je me retourne parce que je perçois qu'il y a quelqu'un derrière moi. Je suis accroupi, je me retourne et je vois Selim Aïssel derrière moi. Il me sourit, il me dit « Si vous voulez bien poser vos outils, si vous voulez, nous allons marcher un peu ensemble. » Alors celle-là, je ne m'y attendais pas du tout, mais je fais ce qu'il me propose, puisqu'il me le propose de façon très agréable. Et nous quittons mon chantier, nous marchons quelques mètres. Évidemment, je n'aurais jamais imaginé parler avec le maître le premier jour, je n'aurais jamais osé le demander. Il me paraissait totalement inaccessible, tout simplement, pas parce qu'il était d'une énergie inaccessible, mais tout simplement parce que moi je venais d'arriver, et donc discuter avec le maître, j'y avais même pas songé. Je l'imaginais inaccessible, au moins aux nouveaux arrivants. Je voyais bien que certains élèves avaient la possibilité de discuter avec lui ou étaient des collaborateurs. Et donc nous commençons à marcher, et voilà que Selim Aïssel me dit des choses totalement inattendues. Je ne pensais pas qu'il me dirait certaines choses comme ça le premier jour, des choses que je n'ai pas écrites dans mon livre, donc je ne vais pas vous les dire non plus à la vidéo. Mais en échangeant avec lui cette toute première fois, avec une facilité tant pour lui que pour moi, je réalise que tout mon parcours professionnel, toute ma psychothérapie, tous les échanges et les rencontres que j'ai eus avant, et un certain nettoyage qui s'est opéré grâce à tout ce parcours, je me sens extrêmement respectueux de Selim Aïssel, mais en même temps, je n'ai pas la moindre peur. C'est-à-dire, je ne suis pas impressionné, je me sens pas en infériorité, bien que j'avais déjà perçu que nous n'étions pas dans les mêmes réalités. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais acquis cette possibilité de maturité d'un adulte qui peut s'adresser à un autre adulte qui a des compétences ou des capacités très largement supérieures dans des réalités humaines ou dans des réalités spirituelles, et de me sentir bien avec ce que je suis. Et ça, j'ai vraiment mesuré que avoir la chance le premier jour de ne pas être d'une mauvaise façon impressionné par le maître, sur lequel évidemment on peut projeter le papa, le grand-père, une autorité, bon ça c'est la psychologie, et d'avoir été un peu nettoyé du point de vue psychologique pour pouvoir l'aborder de façon saine. Je suis très reconnaissant à mon destin de pouvoir avoir fait ce que j'ai fait avant de le rencontrer, ce qui a permis une relation directe en réalité dès le premier jour, avec un très grand respect à l'intérieur de moi qui n'a jamais été modifié de la moindre façon. Eh bien, je crois que nous sommes arrivés au bout de cet échange qui, comme il se doit, va être bien plus long que ce que j'avais prévu. J'en suis désolé, à moins que cela réjouisse les plus motivés de prendre le temps d'aller au bout de ces partages. Merci de votre écoute attentive. Pour ceux qui voudraient découvrir les nombreux détails de mes péripéties, les nombreux détails croustillants, comme disait une amie, je vous offrirai volontiers le livre en PDF. Je vais vous indiquer le mail. Vous m'envoyez un mail en me demandant le livre et par retour de mail, je vous envoie le livre en PDF avec plaisir. Ceux qui préfèrent la version papier, vous pouvez acquérir le livre sur Spiritual Shop, notre site de vente en ligne. Merci de votre écoute attentive. Merci à mon maître de tout ce qu'il m'a donné dans des domaines très divers. Et comme je vous en ai parlé dans les 4 vidéos précédentes, à partir de la prochaine vidéo, on attaque les choses sérieuses. En tout cas, je vais arrêter de vous parler de moi et de ma vie. Enfin, et nous allons partager ensemble, en tout cas je vais partager avec vous, des notions et des pratiques et des exercices de l'enseignement de Selim Aïssel, que vous soyez élève ou pas, tout simplement parce que ce sont des enseignements qui ont
pour une bonne part déjà changé ma vie et que je pratique encore évidemment au quotidien et qui sont pour moi des pratiques essentielles pour devenir un être humain mature, cohérent, équilibré, heureux et qui ne cesse d'avancer pas à pas vers un état de réalisation meilleur. Mon idée est très simple, vous transmettre des informations, de vous proposer des exercices précis et parmi vous, les plus motivés les mettront peut-être en œuvre puisque malheureusement la théorie ne suffit pas, il faut aussi pratiquer. Acquérir la théorie en général, ça prend très peu de temps. Mettre en œuvre et obtenir des résultats, ça prend beaucoup plus de temps. Mais en tout cas, pour les plus motivés d'entre vous, vous pourrez tirer profit dans votre vie d'exercices très précis que j'ai évidemment moi-même beaucoup pratiqué ou que je pratique encore avec de nombreux amis de notre enseignement et qui pour moi sont aujourd'hui essentiels évidemment. Et à force de pratiquer des exercices, c'est comme dans le sport ou dans n'importe quel domaine, il arrive que nous franchissions des étapes intérieures qui font qu'on n'a plus besoin de certains exercices parce que notre réalité intérieure a changé. Et on est passé dans certains domaines de façon physique, de façon émotionnelle ou de façon intellectuelle ou de façon plus essentielle. On est passé à une autre étape puisque le chemin vers la libération se compose de tout un ensemble d'étapes qu'il est nécessaire de traverser. Et c'est ça qui permet que la conscience intérieure se libère, se dévoile et se réalise dans un être humain. Merci de votre écoute, merci du temps que vous vous serez accordé à m'écouter. Vous êtes très courageux, je dois bien le reconnaître. Et à très bientôt pour ceux qui le souhaitent. Merci à vous. Merci à mon maître, merci à son enseignement. Merci à la vie.